Donc, bonjour à tous. Je suis ravie en tant que présidente de la FFAB de vous accueillir aujourd'hui pour discuter d'un thème qui est celui des troubles des conduites alimentaires évidemment et de parler en fait de la question de l'interaction entre troubles des conduites alimentaires et Covid-19. Si vous êtes familier avec le champ des troubles des conduites alimentaires ou si vous suivez l'actualité, vous savez que la pandémie a déclenché une situation qui est une situation grave en termes de saturation de l'offre de soins et de demande de soins extrêmement importante. Nous avons fait le choix il y a quelques mois de centrer ce symposium, j'allais dire traditionnel, des journées associatives du CFP sur cette question, en faisant aussi le choix d'interpeller nos collègues européens dans la personne de Fernando Fernandez Aranda, qui va être en distanciel pour cette intervention qui va être faite, je pense, en anglais. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir Fernando dans ce symposium, dans la mesure où il est éditeur en chef de la revue européenne sur les troubles des conduites alimentaires. Il est responsable du service universitaire de prise en charge des troubles des conduites alimentaires à Barcelone et professeur à l'Université de Barcelone. Il a une implication internationale dans le champ des troubles des conduites alimentaires, aussi bien au niveau européen qu'aux États-Unis dans l'association internationale. Notre deuxième intervenante sera le docteur Corinne Blanchet, qui est médecin d'adolescents et spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires, qui travaille à la Maison de Solène à Paris et qui nous parlera des questions d'interaction entre les troubles des conduites alimentaires et plus spécifiquement l'anorexie mentale, la question de la Covid et l'immunocompétence et la dénutrition. Un sujet complexe qui a été débattu pendant des mois et qui est, peut-être je me trompe Corinne, mais tu me le diras, en lien aussi avec la question de la vaccination et des effets de la Covid sur le système immunitaire de ces patients. Et enfin, non pas Ludovic Giquel, mais Sébastien Guillaume, qui est professeur de psychiatrie à Montpellier et responsable d'une unité troubles des conduites alimentaires et impliqué dans de nombreuses recherches, comme l'est d'ailleurs Corinne Blanchet aussi. Nous parlera de l'épidémie des troubles des conduites alimentaires en France, avec des éléments autour d'une enquête qui avait été menée par la FAB. Donc voilà pour cette introduction. Je vais laisser de ce pas, j'espère, la parole à Fernando. Bonjour Fernando. Est-ce que tu m'entends? Hi Fernando, do you hear me? Ça n'a pas l'air... Hello everyone, thank you very much for inviting me. Je suis désolé, je ne peux parler chez des présentations en français. I will do it in English, sorry for that. Thank you again for inviting me. I'm going to discuss about impact of COVID-19 in eating disorders. The consequences of COVID were clearly determined if we look at the literature over the last year. Mental states of patients who were suffering from the infection, they were experiencing really anxiety and depression. Health professionals also, they have an important burden with the situation and also difficulties to deal with. And especially what we are concerned is mental disorders, patients with mental health problems. Before the pandemic, they have increased their symptoms or they have disrupted their treatment. If we concentrate in some systematic reviews, in general, mental health disorders is a systematic review, a review actually conducted where they have detected 43 studies, where only few studies were analyzing psychiatric disorders, and especially those that they were dealing with psychiatric disorders in general terms. They have found that patients with pre-existing psychiatric disorders reported worsening of psychiatric symptoms, and specifically they have increased anxiety and depression.
What about eating disorders and COVID? What were the consequence, the impact of COVID-19 confinement? If we look at our patients, they are a vulnerable group. Symptomatic deterioration such as restriction, purging, binge episodes, and exercise has been reported. The physical sequelae of eating disorders, weight loss in anorexia, electrolyte imbalance in the case of bulimia, amplify the risk. Emotional distress in the face of environmental changes is another triggering factor, and restrictions placed and movement had limited uh, adapted strategies in many patients, and when confronted with those difficulties, they have also problems with dealing with that situation and access and having access to professional support. If we look at the number of cases that we have seen during that period, and this was probably the more acute phase in Spain, where we had, this was between March and May, if we look in 2020, we have published one editorial at the European Eating Disorders Review where we did some recommendations, and actually not only for patients but also for therapies and also for families, what we have translated in more than 20 languages. You can look at that paper, and actually is free access paper. Basically, what we have found is probably from our experience, 4 type of cases. One type, those cases, as you can see in the first line, one type of cases that they have not a previous eating disorder, but appears as a consequence of the confinement. Those cases, normally they have a late age onset of the eating disorder. Many of those cases, they have not a previous history of eating disorder, but they have probably the age they may have was over 20, 21, 23. And of course, they had not a previous history of eating disorder, so they have not regular visits. And therefore, they have, when they arrive to a specialized unit, they have really a highly severe symptomatology in the case of anorexia. Many of them were at the beginning misdiagnosed. We have experienced also a second type of cases that they have a mild symptomatology, but then due to the confinement, they have experienced a worsening of their symptoms. A type 3, of course, those cases that before the pandemic and before the confinement, they were presenting severe symptomatology, and even also after the pandemic as well, and after the confinement, sorry. So, and a 4 type of cases were those in orange that they have mild symptomatology at the beginning, and the lockdown had really few impact in their symptomatology. Actually, they have found be very positive, also having the family more around, and also having the possibility to talk with them when was needed. If we look at the number of new referrals, that you have an idea, probably happened the same in your specific units. This is the number of new referrals that we had every year in our specialized unit in eating disorders in Barcelona, around between 300 and 350 new cases. So this year, and due to the confinement, we have almost 400 cases by the end of November, new referrals, and what is going to mean around 450 by the end of the year. I'm sure in other countries happen the same, so many cases appears, and hopefully
due to this atypical symptomatology, short duration of the disorder, late age onset, likely they may have better prognosis, but we don't know so far what is going to happen with this higher incidence of eating disorders. Looking at systematic review, that this is a systematic review more currently published actually in the last issue of November at the European Eating Disorders Review by the group of Nadia Micali from Switzerland, Geneva. Actually, they have collected all the studies, over 20 studies that has been published so far in eating disorders. They have found that 65% of the individuals with eating disorders extracted from the results of these studies reviewed experience symptoms deterioration, worsening symptomatology due to the confinement, due to the lockdown. 52% of the individuals with obesity reported weight increase. It happened similarly also to binge eating disorders, that they have worsening symptomatology, also bulimia, and they had not the possibility to compensate in the case of bulimia due to the presence of families, and therefore they cannot use the purging behavior, or due to the lockdown, they could not use as compensatory behavior the exercise. More than half of the participants experienced depression and anxiety. This was also our experience, as you will see now in some recently published papers we have conducted. The few studies that examine changes in symptoms before and during the confinement show inconsistent findings if we look at the literature, and of course more longitudinal studies are needed trying to analyze the impact of this confinement in the near future. Looking at our own studies, one of the studies has been published at the European Eating Disorders Review in a special issue. Later you will have the reference. A special issue we have conducted by the end of last year, of 2020, on COVID and eating disorders. All of them, they are open access, and therefore you have free access to them. So we have published one paper where we wanted to look at at designing and developing a scale that might be useful for measuring the impact of COVID in eating disorders. We were able to collect 63 items in 4 domains: one, circumstances during the lockdown, effects of lockdown on eating disorder symptoms, effects of confinement on psychopathology and abnormal behavior, and evaluation of remote interventions. So this scale is available for free, of course, and has been translated in 19 languages, also in French. So feel free to download and use it in the case that you want to further analyze the impact of this lockdown and the future lockdowns that we unfortunately may have in eating disorders. In one additional study, what we were looking at were consequences and also resilient capacity in eating disorders. In the period of March to May 2020, we were able to collect 74 adults. Basically, more were females, mean age around 30. In around a quarter, they have shown worsening symptomatology. Important also, those who have shown worsening symptomatology, impaired symptomatology, they have used also less adaptive strategies to deal with confinement, with lockdown, and also they have experienced consequently more anxiety and depressive symptomatology. Of course, some personality traits were associated to that,
and of course self-directedness was also associated to poor eating symptomatology due to confinement. Low self-directedness was associated with worse symptomatology. Looking at additional studies, in this study we wanted to analyze about the degree of satisfaction that the patients may have with basically with due to the lockdown, and this was one paper that we have conducted, but probably we have a next slide that is going to be more clear. Basically what we have found is the worst symptomatology. The worst symptomatology was in OSFET, but also in bulimia, and therefore it was associated to eating disorder subtype. In this paper that we have produced with international sample of over 800 eating disorder participants from all over the globe, from many countries of Europe, but also countries from Asia and also other countries. So we were looking at what type of factors might be associated to with worsening symptomatology. As we have mentioned, those who have OSFET but also binge eating disorders, they have presented more worsening symptomatology. With binge eating disorders, as we have mentioned, they have increased more the weight and therefore the body mass index. And youngers were less affected by the confinement when compared with older eating disorders. And with regard to the country that they were living, probably the European, they were having more difficulties from the samples we were analyzing. As we have mentioned, if you are interested to look at those papers, it's a bunch of papers, especially addressing COVID and eating disorders. You can see here the links and go there. Conclusions and take-home message. Patients with pre-existing psychiatric disorders reported in general worsening of psychiatric symptoms. Worsening of previous symptomatology was linked to less adaptive coping strategies in confinement situation. If we think in eating disorders, so far we have analyzed. The scale we have reproduced here, and you can download, as we have mentioned, has adequate goodness of fit for the confirmatory factor analysis, and therefore is a good measure to be used with our eating disorders, for free of course. Confinement and lockdown impacts in the outspring of new eating disorder cases, characterized by shorter duration of the disorder and lack of comorbid eating disorder. Some specific personality traits associate with aggravation of previous symptomatology and general psychopathology during confinement in eating disorder. So, in summary, we have to take care of those cases in future lockdowns that we may have in order to reduce the impact that such a situation may have in our eating disorder patients. Thank you very much for your attention. It was a pleasure for giving you this brief lecture, and of course, if you may have any other questions or if you want to go in depth and to get more information, please write me, and of course I will send any information you may need. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Fernando. Est-ce que tu peux nous entendre? Can you hear us? Oui. Il n'est pas là? Ok. Ok. Bon, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions pour ouvrir une discussion autour de la présentation de Fernando. Est-ce que cette augmentation, c'est quelque chose qui est donc traduit ici sur le plan européen? C'est quelque chose que dans votre pratique, vous avez constaté aussi? Oui,
Je vois des têtes qui... ouais. Bon, bah, de toute façon, c'est la question qu'on va continuer à aborder. On va l'aborder sous un angle médical maintenant, mais Sébastien Guillaume va aussi après aborder la question au niveau français, ce qui nous permettra peut-être d'échanger plus aisément ensemble. Donc j'ai le plaisir de laisser la parole à Corinne Blanchet, qui est invitée dans un congrès de psychiatres, mais qui pratique un abord de la prise en charge des troubles des conduites alimentaires de manière transdisciplinaire depuis des années et qui va vous expliquer son angle de vue. Merci Corinne. Juste la présentation, elle est... Ah, c'est bon, je vais cliquer dessus, je pense que ça va arriver. Bonjour à tous. C'est en fait assez sympa de sortir de sa discipline. Ça fait 15 ans que je l'ai fait, donc moi je suis endocrinologue nutritionniste et je travaille à la Maison de Solène. On a quand même une grosse filière TCA. Au-delà de tout ce qui a été abordé par Fernando et des préoccupations sur l'impact de la crise sanitaire sur les patients TCA, il y a une question qui continue d'ailleurs de m'interpeller, c'est la question de la vulnérabilité de ces patients au SARS-CoV-2, donc à la Covid-19. Et chemin faisant, la question au fond, c'était peut-être l'occasion de réfléchir à cette question de l'immunocompétence de ces patients-là, dont on dit de façon assez paradoxale qu'ils sont à la fois très fragiles et en même temps qu'ils ne sont jamais malades. C'est une phrase qui ressort souvent dans notre pratique clinique, donc voilà, c'est de ça dont je vais vous parler. Et puis on gardera peut-être 5 minutes pour les questions si vous en avez. Donc dès le début de la crise, l'inquiétude, elle s'est portée, Fernando le disait très bien, sur les populations vulnérables. Alors vulnérables à plus d'un titre, vulnérables en termes d'impact psychosocial et économique, vulnérables en termes de développer une forme grave du SARS-CoV-2, vulnérables en tant que pathologie chronique avec la crainte que l'on avait d'une discontinuité des soins. Donc, tout ça a été abordé. Et notre population de patients TCA, elle est vulnérable à plus d'un titre. Sur le plan, on va dire sur le volet somatique, elle est vulnérable en raison du risque de complications, vous le savez, somatiques, des situations de handicap qu'on voit chez les sujets TCA ayant des formes chroniques à l'âge adulte, et avec le risque de surmortalité, dont on sait qu'il est extrêmement important. Et cette surmortalité, au-delà des décès liés au suicide, la question des complications qui favorisent les décès des patients, c'est entre autres, alors sur les causes somatiques, il y en a un certain nombre, c'est d'ailleurs pas très bien élucidé. On dit complications de la nutrition, finalement complications de la nutrition, ça veut dire quoi ? Pas grand-chose, en dehors d'accidents aigus, type hypoglycémie ou dyscaliémie. Et cette question déjà apparaît là de la question de l'immunocompétence, c'est-à-dire on dit qu'il y a effectivement quelques données de la littérature, mais pas tant que ça, sur l'idée que les complications infectieuses sont une cause de décès des patients souffrant de TCA. Là, je parle de TCA un peu au sens large. Après, je serai plus focus sur l'anorexie, parce qu'on a plus de données, évidemment. Mais voilà, déjà la complication infectieuse est une complication qu'on craint, nous, en pratique clinique, et qui est rapportée dans la littérature. Alors, dès le début de la crise, les patients ayant des troubles nutritionnels et métaboliques, comme les patients souffrant d'obésité et les patients souffrant de diabète, ont été signalés comme étant une population à risque, pour le coup, et à risque de surmortalité. La HAS a publié une liste de populations à très haut risque en décembre 2020, dans lesquelles les patients souffrant de TCA n'apparaissaient pas. Alors que nous, on était déjà évidemment bien inquiétés et alertés autour de ces questions-là. Alors quand on regarde la liste faite par la HAS, on a la première liste, la liste actualisée de mars 2021, qui nous montre qu'effectivement qu'il y a des pathologies qui sont dites à très haut risque. Dans ces pathologies à très haut risque, on évoque les affections préexistantes, rares et en situation de handicap grave. Alors là, on se dit, tiens, les patients souffrant de TCA correspondent, en tout cas peuvent être inclus dans cette catégorie-là. Et dans une autre sous-catégorie, des pathologies à haut risque, donc moindre risque, mais haut risque quand même, on retrouve donc nos patients souffrant d'obésité. On se dit, ah tiens, on va peut-être tomber sur d'autres pathologies de la nutrition. En fait, non. Patients souffrant d'obésité, patients souffrant de troubles psychiatriques, on se dit,
Mais pour autant, non, les troubles alimentaires ne sont pas spécifiquement évoqués comme étant une population à part, c'est-à-dire cumulant finalement à la fois les risques de développer une forme grave parce que pathologie chronique, parce que pathologie psychiatrique, parce que pathologie à l'origine de handicap grave, etc., etc. Donc on reste un petit peu sur notre faim, c'est le cas de le dire. Du coup, je me suis amusée à me dire, mais tiens, au fond, dans quelle position on était, nous, cliniciens, face à cette population-là? Il y avait en fait 3 niveaux, on peut regrouper ça en 3 niveaux d'inquiétude. La première inquiétude, alors on ne va pas réaborder ce que Fernando a très bien fait, avec en plus quelques données de la littérature, mais il y avait quand même 3 niveaux d'inquiétude. Le premier niveau d'inquiétude, c'était notre population TCA, c'est une population vulnérable. Alors, vulnérable à plus d'un titre, vulnérable déjà d'un point de vue très clinique en termes de risque d'aggravation et de décompensation, d'acutisation du TCA, avec le risque des fluctuations pondérales, soit vers l'accélération de la dénutrition, ou au contraire vers la prise de poids accélérée. N'oublions pas que le TCA, c'est quand même un continuum de la dénutrition à l'obésité. Et puis la crainte que les comorbidités psychiatriques se majorent, enfin tout ce qui a été évoqué, l'apparition de nos symptômes de souffrance psychique, la majoration de l'hyperactivité physique. Ouais. Donc ça a été notre première inquiétude. La deuxième inquiétude, ça a été, et puis d'ailleurs on était loin d'imaginer l'explosion de nouveaux cas, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, ça a été la crainte de voir apparaître des nouveaux cas. Alors quand je dis nouveaux cas, c'est nouveau en termes d'incidence, mais c'est nouveau aussi en termes de présentation clinique, c'est-à-dire d'expression symptomatique. Et effectivement, on a vu arriver des nouveaux patients, nouveaux dans leur présentation et nouveaux en termes d'affluence. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'inquiétude. Et puis le troisième niveau, finalement, c'est se dire, mais au fond, cette population, on craint effectivement un certain nombre de choses et que cette population soit impactée par la crise sanitaire au sens large, mais qu'en est-il de la vulnérabilité de ces patients au risque infectieux? Parce que ça reste quand même une vraie question. Alors moi, je travaille en milieu adolescent, mais voilà, c'est des préoccupations qui ont été partagées par les spécialistes de l'enfance et aussi en milieu adulte. Donc, qu'en est-il du risque infectieux en termes de contagion, c'est-à-dire de contamination? Est-ce qu'ils vont être davantage contaminés? Est-ce qu'ils vont, s'ils sont contaminés, est-ce qu'ils vont développer des formes plus graves? Ça a été vraiment une inquiétude initiale assez forte. Alors, assez précocement, pour accompagner les patients et les familles, les professionnels, que ce soit les professionnels de l'enfance, de l'ado, les professionnels des milieux de soins adultes, que ce soit les pédopsychiatres, les médecins nutritionnistes, enfin tout le monde a réussi à réfléchir à peu près en même temps et dans le même sens, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas là c'était bien. Et on a donc tous plus ou moins participé à l'édition de fiches de recommandations pour accompagner justement, donner des ressources aux parents et aux patients sur comment se comporter dans cette période de confinement. Et alors si on regarde la fiche de gauche qui est celle de la FAB d'ailleurs, très précocement on évoque la question de la vulnérabilité. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai participé, c'est un pur hasard. L'immunité des patients souffrant de TCA est modifiée par les carences multiples de la dénutrition. Ils sont donc probablement vulnérables au Covid, mais surtout plus à risque de formes graves. Alors ça, c'était totalement hypothétique, c'est-à-dire c'était une crainte que l'on avait, en tout cas on souhaitait alerter la communauté médicale, mais également les familles, sur attention, vos ados, les patients adultes, ados, sont peut-être à risque de développer des SDRA et des insuffisances respiratoires terminales. Dans la fiche faite par la Société francophone de nutrition, vous voyez, on retrouve aussi, celle de droite, il convient d'informer le patient et son entourage de la vulnérabilité des patients vis-à-vis des infections graves. Et alors là, on est content, pour une fois, on a les patients souffrant d'obésité, les patients dénutris sur la même ligne, avec c'est assez marrant d'ailleurs la façon dont on a pensé les choses, c'est-à-dire on s'est dit, au fond, tout ça c'est un spectre, les patients à un bout ou à l'autre du continuum sont autant surexposés à un risque de forme grave. Bon, ces fiches-là et ces réflexions-là, elles sont toutes initiales, elles datent de mars-mai 2020, il y a 1 an et demi déjà. Alors, il y a tout un tas de papiers, effectivement, qui sont sortis avec, effectivement, l'impact sur le taux d'admission, de réadmission
de ces patients-là. On ne va pas s'étendre, ça a déjà été dit, avec la nécessité d'adapter les soins pour ces patients. Il y a eu aussi une jolie revue qui évaluait l'impact négatif de la crise sur les patients souffrant de TCA, avec notamment le risque d'acutisation et de dégradation de leur situation et médicale et psychosociale. Et il y a une équipe qui s'est intéressée justement aux patients TCA, enfants et ados, avec... c'était assez bien pensé de se dire, mais finalement, ces patients-là, on s'est dit initialement, ils sont à haut risque, donc on va vraiment limiter les hospitalisations. On va hospitaliser que ceux qui sont dans voilà, pour lesquels il y a une évidence ou un niveau d'urgence somato ou psy. Ceux qui sont déjà hospitalisés, et nous-mêmes avons réfléchi comme ça, ceux qui sont déjà hospitalisés, on va peut-être raccourcir les durées d'hospitalisation et laisser rentrer plus précocement chez eux pour ne pas trop les exposer finalement au virus. On ne savait pas si les services allaient finalement se transformer en unité Covid, si tous nos patients allaient être atteints. On se disait, ceux qui peuvent survivre en dehors du milieu hospitalier, finalement, ils sont peut-être mieux à la maison. Donc c'est comme ça qu'on a pensé initialement. Et puis les premières données ont été, alors là on est une fois encore, on est en 2020, hein, donc les premières données ont été plutôt rassurantes sur l'idée que finalement le risque de contamination chez l'enfant et chez l'ado ne semblait pas augmenter dans cette population, en tout cas chez les patients souffrant d'anorexie mentale, alors qu'à l'inverse, le confinement avait aggravé la symptomatologie et que donc il fallait bien effectivement garder ces patients à l'hôpital et ne pas être particulièrement inquiet du risque de contamination et encore moins inquiet du risque de développement d'une forme sévère. Donc là, effectivement, les choses évoluent dans un sens, plutôt, en tout cas, c'était plutôt une bonne surprise pour nous cliniciens. Alors, au cas où il y aurait quelques psychiatres dans la salle, je me suis dit qu'un petit rappel, ça doit être loin, je vois qu'il y a des très jeunes, donc ils ne sont pas loin de leurs études, mais pour les moins jeunes, on va dire, quelques rappels quand même parce que je vais vous parler forcément un peu d'immunité, sur la question de l'immunité. Alors l'immunité, elle est divisée en deux, en une immunité qu'on appelle innée d'un côté et une immunité acquise ou adaptative de l'autre. Promis, je vais faire simple. L'immunité innée, c'est quoi? L'immunité innée, c'est l'immunité immédiate, celle qui n'est pas antigène spécifique, c'est-à-dire elle n'est pas spécifique d'un agent pathogène. C'est toujours la même réponse, elle est très rapide, hein, c'est un peu un TGV, quoi. Elle est très rapide, elle arrive tout de suite, elle monte au front, elle essaie de dégommer le maximum d'agents pathogènes, mais par contre elle n'a pas de mémoire, quoi. Donc elle est rapide, efficace, mais pas prolongée dans le temps, sans mémoire et non spécifique. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas juste par plaisir, quoi, c'est assez agréable d'en parler, mais c'est parce que par la suite je vais un peu étayer mon raisonnement sur ces aspects-là. Et puis l'immunité acquise, c'est l'immunité, celle qu'on vient stimuler avec la vaccination, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. L'immunité acquise, elle est divisée en, d'un côté, l'immunité à médiation cellulaire et de l'autre côté, l'immunité à médiation humorale. Alors, l'immunité acquise, c'est tout l'inverse de l'immunité innée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus lente à se mettre en route, 2-3 semaines avant que les premiers anticorps arrivent. Elle est spécifique d'un antigène, c'est-à-dire à chaque agent pathogène et à ses variants, une réponse différente. Elle active des lymphocytes qui eux-mêmes doivent maturer plusieurs semaines dans les organes lymphoïdes, type la rate, etc., les ganglions. Donc c'est long. Tout ça, c'est un process long. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que pour le coup, c'est une immunité qui a de la mémoire, donc qui va perdurer dans le temps. Alors avec gros point d'interrogation dans le cas du Covid sur quel temps justement, mais en tout cas c'est une immunité consolidée, spécifique et prolongée dans le temps. Alors ces deux types d'immunité, elles nous permettent de ne pas attraper tout ce qui passe et elle va être particulièrement sollicitée dans le cas du Covid. Alors le thème c'est dénutrition et immunité, je vous ai parlé d'immunité, je vais vous parler de dénutrition. D'ailleurs, j'ai moi-même réappris ou appris des choses. C'est finalement, il n'y a pas de définition universelle de la dénutrition. Hein. La définition, c'est l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel qui est caractérisé par un bilan énergétique et ou protéique négatif. Vous voyez que c'est quand même une définition qui est, pour le moins, pas très précise. Et alors les termes, c'est un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que on parle de malnutrition protéino-énergétique. Ensuite, on parle aussi de dénutrition. Le terme anglo-saxon, c'est undernutrition et c'est sous-nutrition en français. C'est pas très joli, mais
Ça semble être quand même aujourd'hui le terme, en tout cas dans la littérature, qui apparaît le plus souvent. Donc en français, ce serait sous-nutrition. Et puis la CIM10, donc la classification de l'OMS, elle nous dit malnutrition. Bon, en fait, vous faites comme vous voulez. C'était juste pour vous dire que tous ces mots-là sont les mêmes. C'est important parce qu'il faut savoir quand même de quoi on parle. En tout cas, voilà, tout ça, protéines énergétiques, malnutrition, dénutrition, sous-nutrition, c'est la même chose. Il y a 2 autres termes qui sont apparus, dont vous entendrez peut-être parler, en tout cas qui sont apparus dans la classification de l'OMS. C'est la cachexie, en tout cas en particulier pour la pathologie HIV, mais qui n'a pas de définition spécifique. Et puis la sarcopénie, plutôt pour la population âgée qui cible la question de la perte et de la fonte musculaire. Donc il y a la relation entre la malnutrition et la question de l'infection, elle n'est pas récente, hein, c'est vieux comme le monde. J'ai trouvé il y a 5000 ans je ne le connaissais pas, le médecin de l'empereur jaune qui, c'est pas pour ça que j'ai souligné en jaune, mais peut-être que si quand même, donnait déjà le conseil suivant, c'est assez marrant, avant de sculpter un malade, il faut d'abord s'informer de savoir s'il est riche ou pauvre. Bon, c'est pas très politiquement correct, mais s'il est pauvre, il est sans doute mal nourri et son énergie défensive peut être affaiblie. Bon, tout est dit, hein. Alors, sauf qu'aujourd'hui, les phénotypes sont inversés sur les populations plus favorisées et moins favorisées. Mais en tout cas, cette question du rapport de l'état nutritionnel au statut immunitaire, c'est quand même une notion bien ancienne en médecine. Alors, la malnutrition, on va utiliser ce terme, elle entraîne donc un état de moindre résistance qui est favorable au développement de maladies. On l'a vu malheureusement dans les années 50, dans les pays souffrant de famine, avec les enfants qui mouraient de rougeole, de maladies respiratoires aiguës et de diarrhée. On sait à quel point, malheureusement, la malnutrition a un impact, notamment chez les petits, dans les situations de dénutrition sévère. Donc tout ça, on sait. On complète la question de la dénutrition. Peut-être ça éclairera un peu vos lanternes. C'est vrai on utilise souvent un mot pour l'autre, et pourtant chaque mot a son sens. Il y a 2 situations, finalement, 2 grandes formes de dénutrition, chacune à l'extrémité d'un continuum. D'un côté, vous avez le marasme, ce qu'on appelle le marasme. Finalement, c'est la dénutrition qu'on connaît dans les situations d'anorexie, pour faire court. C'est un IMC bas. Il n'y a pas d'œdème. L'albumine est normale, donc ça, on a beau le répéter, il y en a qui continuent quand même à doser l'albumine, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a une super adaptation métabolique. Donc ça, vous savez, c'est ce statut d'adaptation métabolique de l'anorexique avec ses modifications adaptatives, aussi bien cliniques, biologiques, etc. Donc ça, c'est notre patient anorexique stable, dénutri de façon chronique. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'hypercatabolisme, qui est une situation, pour le coup, plus aiguë. Alors le poids, il est compliqué à estimer parce qu'il y a la question des œdèmes qui du coup vient un peu troubler l'évaluation. Il y a un syndrome inflammatoire. Les patients présentent une hypoalbuminémie et puis le pronostic est beaucoup plus mauvais parce qu'il y a quand même vraiment cet aspect inflammatoire qui est extrêmement aigu et qui dégrade le pronostic du patient. Donc un des risques qui pouvait nous inquiéter pour nous qui nous occupons de patients souffrant de TCA, c'était qu'un patient infecté par la Covid décompense un état de dénutrition équilibré vers une situation d'hypercatabolisme. Pour faire court, qu'il passe d'une situation marasmique, c'est pas très joli, à une situation d'hypercatabolisme. Et sachant que lorsqu'un patient dénutri sévère chronique rentre dans une forme d'hypercatabolisme, on sait que son pronostic et le risque de décès est important. C'est le cas lorsqu'effectivement des patients souffrant d'anorexie développent un épisode infectieux, que ce soit un épisode bactérien ou autre. Okay, donc ça, c'est ce que l'on craignait, c'est ce qu'on connaît des différents aspects de la dénutrition. Alors, selon l'OMS, toujours, la malnutrition, elle constitue la cause la plus fréquente de déficit immunitaire secondaire. D'accord ? Ça veut dire pas de déficit immunitaire primitif, mais déficit immunitaire secondaire acquis, dont la principale conséquence est une diminution de la résistance aux infections. Donc on y revient. Hein. En fait, je vais vous faire une preuve par l'absurde de ce qu'on constate chez nos patients. La modification de l'immunité liée à la malnutrition, alors qu'on voit, je l'ai dit, chez les enfants malnutris, chez les patients hospitalisés, hein, où la question de la dénutrition est vraiment centrale et on commence enfin à s'en occuper. La modification de l'immunité liée à la dénutrition, elle touche en fait tous les aspects, on va dire, tous les volets de l'immunité. Aussi bien l'immunité locale, qui est la question du contact avec un agent pathogène, c'est ce qu'on a dans le nez par exemple, lorsqu'on croise un virus,
avec une baisse notamment de ce qu'on appelle les IgA, les immunoglobulines sécrétoires, au niveau des intestins, des bronches. Ça touche la dénutrition, elle abîme aussi l'immunité cellulaire avec une atteinte des lymphocytes T. Alors bon, il y a une histoire de sous-population de lymphocytes, je ne vais pas vous perdre là, mais peu importe. Il y a des sous-populations de lymphocytes qui sont effectivement atteints par la dénutrition, avec une forte baisse de ce qu'on appelle les lymphocytes helpers, ceux qui viennent chercher l'antigène et qui le présentent. Et puis aussi une baisse de l'activité bactéricide, c'est-à-dire la capacité à détruire la bactérie, l'agent pathogène qui est phagocyté. La dénutrition, elle touche aussi l'immunité humorale, hein, souvenez-vous, l'immunité cellulaire humorale dans l'immunité adaptative, avec une modification claire des immunoglobulines et des différentes sous-fractions des compléments, peu importe lesquels. Et puis ça modifie aussi le thymus. Le thymus, c'est un petit organe clé qu'on oublie souvent. Jean-François Bach disait que de lui que c'était l'organe clé de l'immunité. Et on parle de thymectomie nutritionnelle. C'est-à-dire, on sait que chez les patients dénutris, il y a une régression, mais anatomique, hein. Il y a une régression du thymus qui équivaudrait à une exérèse de cette glande-là, avec une involution et donc une baisse de tout un tas de facteurs, dont le facteur thymique, FTS, qui est diminué, qu'on connaît, qui est diminué dans l'anorexie mentale. Alors c'est très marrant, ça amuse peut-être que moi, mais tout ça c'est des très vieux articles, hein, finalement, puisqu'en fait c'est des articles des années 80, 85, 90. Alors je sais que ça se fait pas de présenter ce genre de choses, mais en même temps, il y a 40 ans, on s'est intéressé à cette question de l'immunité. Et puis je trouve que c'est justement une préoccupation qu'on a peut-être moins, qu'il faudrait peut-être relancer, mais ça c'est un appel du pied que je fais à mes collègues. La situation nutritionnelle d'un individu, donc on l'a dit, elle impacte son statut immunitaire, je pense que maintenant vous avez compris, et il y a donc une corrélation directe entre d'un côté le niveau d'IMC et le risque d'infection, auquel les patients, aussi bien les patients dénutris que les patients souffrant d'obésité morbide, sont confrontés et sont exposés. Finalement, ces deux populations sont situées aux deux extrêmes d'une même courbe et sont exposées à un même niveau de surrisque en termes infectieux. Alors après, vous voyez, c'est ce qui est représenté sur le tableau, vous voyez que l'agent pathogène auquel les sujets sont particulièrement sensibles dépend d'une part de la catégorie d'âge. Ce ne sont pas les mêmes agents pathogènes chez les enfants ados que chez les adultes ou les personnes plus âgées. Ça dépend évidemment aussi du contexte et de l'environnement et du niveau notamment, du niveau socio-économique. Mais en tout cas, que ce soit des maladies parasitaires dans les pays en développement, que ce soit les infections du tractus respiratoire dans les pays dits développés, etc., la dénutrition, mais aussi l'obésité, expose et aussi à des infections nosocomiales, des infections communautaires, évidemment. Et vous voyez que chez l'adulte, la question de la pneumopathie liée à la grippe, c'est-à-dire la surinfection de l'atteinte par le virus de la grippe, ça fait partie des causes de mortalité, ça on le sait, hein, chez les patients dénutris. Attendez, c'est bon. Alors, une fois qu'on face à tous ces constats, on se pose quand même la question, légitimement, de se demander, mais au fond, pourquoi les troubles alimentaires ? Quand je dis troubles alimentaires, là, je parle de tout type de troubles alimentaires. Pourquoi les troubles alimentaires ne seraient pas plus vulnérables au SARS-CoV-2 ne seraient pas même hyper vulnérables au SARS-CoV-2, une fois qu'on a comme ça décrit toutes les modifications de l'immunité, et pourquoi ils ne seraient pas particulièrement à risque de développer des formes graves, voire des formes très graves. Sachant que quand on parle de TCA, on est bien sur le continuum de la dénutrition au surpoids, donc tous ces patients avec leurs différentes formes de malnutrition. On sait que l'anorexie, c'est quand même un modèle clinique de marasme sévère, hein, ça on ne peut pas le nier, et on sait aussi d'expérience clinique, et donner la littérature l'appui, que la surmortalité est entre autres liée à des causes de sepsis. Alors comment, dans ces conditions-là, les patients souffrant de TCA pourraient ne pas être hyper vulnérables au SARS-CoV-2 ? En vrai, comme diraient nos ados, nos connaissances, elles ne sont pas très précises sur ces sujets-là et sur l'immunocompétence des patients. On a tous des habitudes de prescription, hein, je pense, notamment face au vaccin de la grippe, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut vacciner les patients anorexiques. Bon, et on le fait, parce qu'on a des inquiétudes légitimes sur les risques infectieux de ces patients-là, que courent ces patients. Même si en pratique clinique, même chez les patients ayant des neutropénies sévères, on a des patients qui se baladent à
400-500 neutrophiles, vous attrapez le rhume que l'interne vous a ramené, votre patiente, elle n'est pas malade. Donc il y a quand même une vraie réalité concrète qui est que ces patients ont quand même une immunité qui est vraiment singulière et qui ressemble à aucun autre modèle de dénutrition. D'ailleurs, c'est des familles, souvent, vont vous dire et vous expliquer que, même les médecins traitants, mais ces patientes-là, elles ne sont jamais malades. Ok, vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? Vrai ou faux parce que être malade, ça veut dire présenter des signes cliniques liés à l'atteinte d'un agent pathogène. En même temps, ces patientes ont des signes cliniques d'infection qui sont souvent abrasés, pas de fièvre ou peu de fièvre, des plaintes fonctionnelles autres qui peuvent effectivement un peu brouiller les messages. Les marqueurs biologiques ne sont pas toujours au rendez-vous, donc c'est compliqué de pouvoir affirmer effectivement. On a le sentiment que ces patientes sont moins malades sur notamment les épisodes viraux saisonniers, et pourtant, on n'a pas de certitude du tout que ce soit le cas. Donc pour l'instant, on est toujours très inquiet du surrisque d'atteinte par le SARS-CoV-2. Alors, je l'ai dit, c'est un modèle de dénutrition unique, l'anorexie mentale, d'autant plus unique que contrairement aux autres modèles de marasme, à part les patientes qui sont vraiment dans des stades de cachexie terminale, elles maintiennent des apports caloriques et une consommation protéinée qui est relativement préservée. D'accord ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais relativement préservée. Avec donc une situation de dénutrition chronique et un hypométabolisme adaptatif. Finalement, ces modifications immunitaires, si on essaie de se les résumer, on a quand même bien le sentiment qu'elles sont d'origine polyfactorielle. Vous allez me dire, mais comme à peu près tout, dès qu'on parle de quelque chose dans l'anorexie mentale, on parle de polyfactorialité, certes, mais l'immunocompétence aussi. Alors, ça sort juste tout droit de mon cerveau, tard dans la nuit, mais j'ai essayé de regrouper comme ça tous les facteurs qui pouvaient être impliqués dans l'immunocompétence des patients souffrant d'anorexie mentale. Au-delà de la question du poids, il y a le profil alimentaire évidemment et de la composition corporelle. Il y a les carences en micronutriments, donc ce qu'on appelle les éléments traces et notamment le zinc et toutes les vitamines. On sait à quel point la carence, même à poids normal, la carence en micronutriments a un impact sur l'immunité. La question du microbiote et la fameuse dysbiose intestinale, c'est-à-dire le déséquilibre du microbiote intestinal, qui est en soi un formidable réservoir de bactéries avec des immunocompétences. L'atrophie des organes lymphoïdes, du tissu intestinal, l'hypométabolisme médulaire, sans parler du stress oxydatif et du stress psychique, dont les facteurs neuropsychiques. On est vraiment sur un modèle comme ça transdisciplinaire d'explication finalement, de tentative d'explication de ce que et quels sont les mécanismes sous-jacents de l'immunocompétence chez les patients anorexiques. Et puis, je vous rappelle que la perte de masse grasse est massive, donc modification de la adiponectine et de la leptine, qui elles aussi sont vraiment des molécules impliquées dans l'immunocompétence des sujets. Donc, vous voyez qu'on est du coup sur un modèle, comme d'habitude dans ces troubles alimentaires, un modèle unique finalement, qu'on n'arrive pas à coller à ce qu'on connaît en médecine habituelle. Alors les TSA, ils modifient de façon prolongée le statut nutritionnel. Là, c'est une micro-parenthèse sur l'idée quand même qu'il n'y a pas que l'épisode de dénutrition aiguë, où on peut dire qu'un patient est dénutri et qu'il faut décorréler définitivement la question du poids et de l'état nutritionnel d'un patient. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des patients normopondéraux, voire en surpoids, qui sont dénutris, malnutris, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, l'idée de sous-nutrition, moi, me parle plutôt bien. Donc on parle vraiment de modification du statut immunitaire, on parle de modification du statut immunitaire pour tous les troubles alimentaires. Ok, alors j'essaie de regrouper, on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça risque de vous fatiguer un peu et que le temps passe, tous les éléments qui sont modifiés quand on regarde les marqueurs biologiques de ces patients-là. Il y en a que vous connaissez si vous faites un peu de TCA au quotidien, c'est la fameuse leuconeutropénie qui touche facilement un tiers des patients, qui peut aller jusqu'à l'aplasie médulaire, la dégénérescence gélatineuse de la moelle, comme je vous le disais, avec une tolérance clinique assez remarquable quand même. Pourquoi tolérance clinique remarquable ? Parce que, y a une adaptation et que les lymphocytes, il y a une espèce d'hyperlymphocytose qui peut venir compenser le déficit en neutrophile. Il y a des modifications du complément. Il y a l'allergie cutanée, vous savez, c'est ces fameux tests à la tuberculine qu'on fait. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître quand on fait de la clinique de TCA, parce que clairement, lorsqu'on fait un test tuberculinique, il ne faut pas être étonné chez un patient vacciné qu'il n'y ait pas de réponse, ce qu'on appelle l'allergie cutanée.
Il y a des modifications du TNF, peu importe. Et puis, voilà, là, ce sur quoi je veux insister, c'est ça, parce que ça va concerner définitivement l'histoire du Covid, c'est qu'il y a, chez les patients souffrant d'anorexie, à la fois un état pro-inflammatoire, avec une augmentation de la sécrétion de tout un tas d'interleukines, peu importe leur numéro, 1, 6, etc. Et ça, c'est spécifique et ce n'est pas retrouvé dans les autres situations de dénutrition. Donc cet état pro-inflammatoire permanent, donc, qui est prêt à accueillir et à flinguer l'agent pathogène, hein, clairement, donc ça, on est plutôt content. Le problème, vous le savez, c'est que les SDRA dans le Covid, c'est-à-dire les insuffisances respiratoires terminales, malheureusement qui peuvent conduire au décès, avec des poumons blancs, sont liés à ce qu'on appelle un orage cytokinique, c'est-à-dire que le système immunitaire s'emballe tellement qu'il finit par s'emballer et développer des cellules qui vont grignoter les poumons. Donc c'est presque un excès, un emballement, enfin ça s'appelle un orage en médecine, un orage cytokinique et cellulaire qui va au-delà, malheureusement, qui dépasse son but et qui va détériorer et détruire parfois définitivement les poumons. Et ben alors là, quand on dit que les patients anorexiques ont une hyperadaptation, c'est assez magique parce que ces patients ont, parallèlement à cet état pro-inflammatoire, on pourrait se dire, donc du coup, ils sont vraiment à risque de développer un SDRA. Et ben non, parce qu'ils ont une élévation d'une autre interleukine, qui est l'interleukine 10, qui, elle, va downréguler les cytokines pro-inflammatoires. Donc quand ça monte trop, il y a l'IL-10, qui appuie sur les interleukines pro-inflammatoires et qui les remettent à un niveau correct. Donc les patients souffrant d'anorexie, ont comme ça un statut inflammatoire et anti-inflammatoire qui manifestement semble les protéger vraiment des formes très sévères de Covid. Alors, juste sur l'immunité anorexie, n'oublions pas quand même que même s'il y a des données qui sont encore insuffisantes, il y a quand même des intrications diagnostiques et cliniques entre les troubles alimentaires et les maladies auto-immunes, et ça j'en reparlerai pour les vaccins. Que clairement le risque de TCA est augmenté dans les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires de l'enfant et de l'adolescent, et qu'un dépistage précoce, un repérage précoce des TCA dans ces populations est largement conseillé. Que les études pangénomiques récentes ont montré quand même des liaisons avec des gènes impliqués dans les maladies auto-immunes. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça fait une brique de plus à l'édifice. Et puis que les facteurs immunitaires sont impliqués, pour certains, pourraient être impliqués dans la physiopathologie, sinon comme élément de vulnérabilité, au moins comme facteur de maintien dans l'anorexie mentale. Donc vous voyez que la question de la dysimmunité au sens large, elle dépasse largement la question du risque infectieux. Alors, ces patients-là sont-ils vulnérables aux infections bactériennes ? Les sepsis d'origine bactérienne, c'est clairement une des causes de surmorbidité et de surmortalité, ça c'est bien connu. Il n'y aurait pas, en réalité, ça c'est assez intéressant, de susceptibilité majorée aux infections bactériennes, et par contre il y aurait une réponse qui est différée. Différée pour plein de raisons, et c'est pour ça qu'on perd les patients d'infections bactériennes. C'est notamment le retard diagnostique, le défaut de prise en charge, et comme je vous le disais, parfois l'absence ou l'inconstance des marqueurs cliniques et des marqueurs de l'inflammation, et notamment la question de la CRP, mais la fièvre. Donc finalement, l'idée, c'est pas tant qu'ils seraient hyper susceptibles et hyper vulnérables aux infections bactériennes, c'est qu'on arriverait un peu après la bataille. Voilà. La question des infections pulmonaires chroniques opportunistes qui a bien été montrée avec un taux de pneumopathie à des mycobactéries atypiques extrêmement fréquent et avec un seuil de lymphocytes qui est prédictif. Donc plus les lymphocytes sont bas, plus c'est prédictif du risque d'infection pulmonaire à mycobactéries. Et puis les infections opportunistes intestinales, notamment à Clostridium, qu'on retrouve dans les modèles de souris ABA. Et qu'on retrouve aussi en clinique, notamment les épisodes de Clostridium chez les anorexiques dénutris après antibiothérapie. Donc il y a une forme de vulnérabilité avec aussi cette question de l'accès différé à la prise en charge. Alors, arrivons au virus, puis c'est quand même ça qui nous intéresse. Ces patients sont-ils vulnérables aux infections virales ? Alors, les données de la littérature, elles sont hyper contrastées, vraiment. Il ne semble pas y avoir de vulnérabilité majorée aux épidémies virales en milieu hospitalier, avec toujours cette histoire de marqueurs inflammatoires modifiés. Les modèles, alors ça c'est intéressant, les modèles murins déprivants en protéines montrent une immunité cellulaire, au contraire, qui est renforcée. C'est-à-dire non seulement elle ne serait pas diminuée, mais elle serait renforcée.
La vulnérabilité aux viroses mineures, qui est notamment tout ce qui est gastro-entérite, rhume, entre guillemets, et même sur la question de la grippe, hein, c'est une vulnérabilité qui est très limitée. Et en plus, elle régresse, évidemment, cette vulnérabilité avec la reprise pondérale. Alors, il y a un état de surprotection adaptatif, mais il y a quelques papiers, alors c'est contestable, mais qui semblent montrer que cet état de surprotection adaptative qui est lié à la dénutrition sévère, lorsque vous renutrissez, peut-être parfois de façon un peu rapide, mais ça c'est moi qui le dis, je ne sais pas. En tout cas, quand on relance la prise pondérale en phase de renutrition, on peut avoir un état de surprotection qui se lève et voire se démasquer un épisode viral finalement qui était à bas bruit et qui était contenu par l'organisme. Donc ça, c'est très très intéressant sur la question du Covid. Et puis l'existence d'un état pro-inflammatoire, on en a parlé. Bon, on continue à vacciner nos patients contre la grippe, hein. Alors, face à tous ces constats, forcément, les questionnements sur l'immunocompétence des patients TCA, elles sont vraiment une question assez centrale. N'oublions pas que le niveau de dénutrition, je l'ai dit, est mal corrélé à l'IMC. Qui a un hypométabolisme adaptatif de tous les organes, et le système immunitaire, qui est un système biologique complexe, évidemment paye un lourd tribut à la dénutrition, donc il est également extrêmement modifié. Alors, du coup, est-ce que, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on a la réponse? Je ne vais pas vous la donner, la réponse, hein. Les TCA sont-ils vulnérables au SARS-CoV-2 et qu'est-ce qu'il en est de leur immunocompétence? Alors, en clair, il n'y a pas de données evidence-based permettant de préciser le nombre de patients souffrant de TCA ayant contracté le virus, ni de données aujourd'hui sur le niveau d'immunocompétence, et c'est bien dommage. On a tous été pris de court. Je pense qu'on a plus été pris dans quelque chose qui était protéger nos patients, en prendre soin, et c'est très bien, hein, et éviter le risque de contamination, éviter le forme grave que de se dire, tiens, on va se lancer dans des études pour explorer l'immunocompétence de ces patients. Parfois, on n'arrive pas à tout faire en même temps. Il y a eu quelques évaluations qui sont très locales du réseau TCA francilien. On a interrogé les services de réanimation d'Île-de-France qui n'ont pas relevé d'augmentation significative du nombre de patients souffrant d'anorexie parmi leur population. Donc pas de SDRA particulièrement chez les patients anorexiques sévères. Pas plus, en tout cas, de forme grave dans cette population. L'enquête flash dont on va vous parler de la FAB n'a pas retrouvé non plus de forme grave de patients anorexiques. Par contre, les équipes ramènent des cas de patients anorexiques, notamment en adultes, PCR positifs, mais asymptomatiques ou peu symptomatiques. Et notre expérience de la Maison de Solesmes, en fait, on dépiste en préadmission, donc on a 20 lits d'hospitalisation, donc actuellement la moitié est occupée par ces patients. On a 10 lits d'hôpital de jour et depuis mars 2020, on dépiste systématiquement tous les patients en préadmission. On n'a eu aucun cas positif sur des tests PCR systématiques. C'est assez troublant, mais c'est comme ça. Alors tout ça, ça s'explique sur la première, deuxième vague. C'est un peu plus... Bon, on verra ce que ça donne sur la 5e et la 6e. Voilà. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que vous l'avez tous, je pense, constaté, c'est le fait que lorsqu'il y a des familles qui ont déclaré des Covid, vous avez les parents positifs, vous avez la fratrie positive, et les patients anorexiques pour lesquels on était tellement inquiets et pour lesquels on a pris tellement on a mis en place beaucoup de mesures de protection, ces patients-là, étonnamment, soit ils sont testés, ils sont négatifs, soit ils sont à peine symptomatiques. Alors toujours avec cette question des critères cliniques qui viennent marquer l'infection. En tout cas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, même si on n'a pas très bien compris pourquoi. Donc il y a finalement un faible nombre de patients dénutris, anorexiques, qui ont présenté une infection symptomatique ou grave à la Covid jusqu'à présent. Et ça peut expliquer de différentes façons. Alors, peut-être que sur la première vague et avant le dépistage systématique, on est peut-être passé à côté de formes possibles ou asymptomatiques chez ces patients. Une fois encore, les marqueurs de l'inflammation sont peu fiables, la fièvre également. Et puis, tous les troubles fonctionnels, digestifs, etc., que peuvent rapporter ces patients, finalement, on est peut-être passé à côté de certains cas possibles. Le risque, c'est le risque de non-diagnostic et de révélation lors de la renutrition. Alors ça, j'insiste parce que je pense, d'où l'intérêt de tester ces patients avant chaque hospice et de retester. Nous, on reteste après les permissions. Enfin, c'est vrai que c'est assez lourd. On peut quand même imaginer, à la lumière de tout ce qu'on a vu, que certains patients pourraient être porteurs et déclencher un Covid lors de la relance et de la renutrition, avec notamment le risque, en vie collective, en collectivité, en intra-hospitalier,
que ça peut poser, et je pense surtout au milieu adulte et dans les milieux de services de nutrition sévères avec des IMC inférieurs à 12 ou inférieurs à 10. Clairement, en première vague et deuxième vague, les enfants et les ados et jeunes adultes, ils ont été peu concernés, hein, ils ont été peu touchés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ces patients-là, ils ont quand même des relations sociales qui sont limitées, on l'a dit, avec donc peut-être moins de risques de se contaminer. Et puis une chance que l'on a avec ces patients, c'est que la réponse immunitaire innée, souvenez-vous, celle de gauche, la rapide, qui n'a pas de mémoire, la réponse immunitaire innée, elle n'est pas altérée dans l'anorexie mentale, et donc elle participe clairement à la clairance du virus, à l'élimination du virus et à la prévention de la dissémination, c'est fort probable. Et puis l'activation de ces fameuses cytokines anti-inflammatoires, l'IL-10, qui protègent de formes sévères du SDRA par emballage cytokinique. Donc ça reprend ce qu'on a déjà dit. Donc la crainte initiale de transmission a fait que voilà, on a pensé mettre à distance de l'hôpital ces patients pour les protéger, et puis au final on a vu que c'était bien l'inverse qu'il fallait faire. Je pense que cette crainte, elle doit malheureusement rester, c'est-à-dire la crainte d'une surcontamination et de formes graves chez ces patients. On n'en sait pas assez, j'ai envie de dire, pour être aujourd'hui rassuré sur l'immunocompétence des patients face au Covid, et notamment avec le nouveau variant Omicron et ceux qui viendront après. Les patients, en fait, c'est assez étonnant, je pense que vous l'avez tous constaté, ils se sont eux-mêmes surprotégés, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont autoconfinés. Pour certains, c'est lié évidemment à la restriction de leur vie sociale, etc., liée à leur pathologie. Pour d'autres, moi j'ai vu arriver des patients avec 2-3 masques sur le visage, hein, en mode surprotection, ou pas, et puis chez d'autres, un déni massif avec l'idée quand même que ils sont quand même jamais malades. Et ça, c'est soutenu par certaines familles. Et voilà, donc c'est vrai que les attitudes, elles sont assez contrastées dans les familles. Et puis la 4e et 5e vague, là pour le coup, nos jeunes sont davantage concernés, vous le savez, les ados, les jeunes adultes d'abord, puis les ados, puis maintenant les enfants en primaire, qui sont touchés. Il n'y a pas plus de cas graves pour autant pour l'instant chez les troubles alimentaires, mais bon, restons vigilants. Et donc forcément, on arrive à la question de la vaccination. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un vrai paradoxe. C'est-à-dire que ces patients, je vous ai expliqué par A plus B à quel point leur système immunitaire était modifié, à quel point ils avaient des points de fragilité. Donc oui, ils sont fragiles. On les vaccine contre la grippe, donc on doit les vacciner. Et en même temps, on doit quand même maintenir, je pense, une forme de réticence et de vigilance quant à la sécurité vaccinale, d'une part, et à la réaction vaccinale, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'on les vaccine, est-ce qu'on est efficace, quoi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de planter une aiguille dans un bras pour faire monter les anticorps. Et là aussi, l'efficacité, c'est un gros point d'interrogation. J'ai bientôt terminé. Mais on m'a dit que je pouvais prendre un peu mon temps. Donc, la vaccination contre le SARS-CoV-2, quid de l'immunocompétence, hein. En fait, il n'y a quasiment pas d'études en dehors du H1N1. Il n'y a pas eu d'études sur la vaccination des patients souffrant d'anorexie. En général, l'innocuité, elle est inconnue. On a quand même parlé des intrications avec les maladies auto-immunes. Et puis la temporalité de la vaccination, c'est vrai qu'on aurait envie de protéger les patients très dénutris, et en même temps, on sait que c'est au pire moment de la dénutrition où leur système immunitaire risque de ne pas être compétent. Puis il y a toutes les réticences vaccinales que moi j'ai entendues et que vous avez tous constatées chez ces patients qui sont à la phase aiguë de leur trouble avec des dénis massifs ou des phobies spécifiques, la peur des médicaments, la peur des piqûres, avec des patientes méfiantes. Et moi j'ai plusieurs patients, dont une que Nathalie Godard connaît, qui nous demandent des certificats de contre-indication à la vaccination. Ces patients-là, faisant l'hypothèse qu'ils ont un système immunitaire qui est flingué et que de toute façon, les vacciner serait leur faire prendre plus de risques de ne pas les vacciner. Et moi, j'avoue que honnêtement, je suis quand même... j'ai beaucoup de mal, je ne m'oppose pas du tout aux vaccinations chez ces patients, loin s'en faut, mais je trouve que c'est compliqué d'avoir une position avec... On n'a pas de données probantes et on reste quand même un peu dans le flou, il faut bien le dire. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Finalement, les familles ont tranché avec finalement un positionnement qui est assez superposable à la population générale. Il y a les anti-vaccins, et puis il y a les réticents, puis il y a les hésitants, puis il y a les convaincus. Finalement, ce n'est pas très différent de la population générale. Alors, en conclusion et en perspective, cette crise dans la crise, elle nous a permis de réactiver, au fond, un certain nombre de questionnements dans les différents champs des TCA. Moi, cet aspect-là, c'est quelque chose qui me préoccupe et qui m'intéresse beaucoup. Et j'espère qu'on va pouvoir mener des études dans ce sens-là.
Voilà, c'est vraiment cette crise, aussi l'opportunité malheureusement de lancer de nouvelles pistes de réflexion et de recherche, hein, au profit du patient bien sûr. Les questions, vous avez vu, elles ont évolué, hein, de mars 2020 à novembre 2021, mars 2030, on verra, mais je veux dire, il ne faut pas prendre pour acquis le peu de connaissances que l'on a et accompagner ces patients et puis réfléchir tous ensemble. Ça reste quand même, l'anorexie mentale et les TCA en général, un modèle de sous-nutrition qui est unique, avec un profil immunitaire qui reste bien complexe et quand même, vous l'avez vu, très singulier, avec quand même des éléments protecteurs au Covid, avec cette contre-régulation qui préserverait des formes graves. C'est peut-être un message assez fort, ça. Et puis, ne pas oublier quand même, rester vigilant que ces patients ont une homéostasie, entre autres immunitaire, qui reste quand même extrêmement précaire. Et donc il faut les accompagner avec vigilance. Voilà, donc l'idée à terme, ce serait d'évaluer la séroprévalence et la réponse immunitaire de ces patients à la Covid, d'évaluer la réponse vaccinale. Et dans ces évaluations, on parlait de transdisciplinarité. L'idée, c'est pas juste doser les anticorps chez des patients en essayant de corréler ça à leur niveau d'IMC. Je pense que cette réflexion, elle doit être vraiment dans une approche transdisciplinaire avec un certain nombre de facteurs et de variables à étudier qui dépassent la question du poids, qui prennent en compte différents aspects phénotypiques du patient et notamment aussi des aspects neuropsy, les traitements qui sont pris, etc. Voilà, l'idée, hein, c'est de mieux comprendre la question de l'immunocompétence, d'avancer auprès de ces patients et pouvoir adapter, déjà pouvoir donner des réponses qui soient basées sur des données un peu plus probantes, adapter les stratégies thérapeutiques et notamment les schémas vaccinaux, pas uniquement pour le SARS-CoV-2, et puis se préparer peut-être aux futures pandémies virales. En tout cas, c'est un axe, je pense, de réflexion et de recherche qui doit être mené, entre autres par la FAB. Je vous remercie. Y a-t-il une question dans la salle? Oui. Merci d'abord pour l'intervention et pour bien insister sur le fait que dénutrition et anorexie en termes inflammatoires, c'est pas la même chose. J'avais une question pratique sur les certificats de contre-indication à la vaccination, parce que moi je me suis retrouvé confronté à ça pour une patiente qui était élève infirmière, pas complètement, plutôt en rémission de sa dénutrition, mais encore dénutrie, et qui voulait ce certificat. Pas trop comment me positionner. J'ai appelé les infectiologues qui m'ont dit que les maladies mentales ne sont pas des contre-indications à la vaccination et donc vous ne pouvez pas faire ce certificat. Donc je voulais vous demander si c'était quelque chose, quels sont les retours que vous avez eus par rapport à ça. Non seulement ce n'est pas une contre-indication, mais c'est même une indication puisqu'elles font partie de la liste de la HAS des populations à risque, hein, les maladies mentales et les maladies chroniques. Donc moi je ne fais... Ah pardon. Je ne fais pas de certificat de contre-indication en dehors de la liste de maladies qui peuvent dispenser d'une vaccination. Je ne m'engage pas sur ce terrain. Ceci dit, puisqu'on a 2 minutes pour échanger, je veux parler d'une patiente, il y en a d'autres, que ça a mis dans parler de précarité et de ce que la crise avait généré comme précarité dans cette population. Cette patiente qui avait un emploi, entre autres qui est pharmacienne, n'ayant plus de passe vaccinale et n'ayant pas de vaccination, a dû arrêter de travailler. Si elle arrêtait de travailler, elle ne pouvait plus payer son logement, etc. Et donc l'impact de la crise, c'est tous les aspects, c'est ce qu'a décrit Fernando, c'est l'impact de la crise sur la situation psychique du patient, l'aggravation des comorbidités psychiatriques, la majoration de certains dysfonctionnements, l'isolement social, et puis tout ça générant quoi? Une accélération de la perte de poids, une réémergence, une réaggravation des cognitions anorexiques. Donc c'est des patients qui s'aggravent sous nos yeux, dont la qualité de vie se détériore. Et en même temps, quel est le médecin qui pourrait faire un certificat de contre-indication à la vaccination? Enfin, je veux dire, c'est moi, en tout cas, je n'en fais pas, mais peut-être que d'autres ont des avis contraires. Hein. Ah oui, Mme Castellotti. Moi, je pose une question en tant que faisant partie de la Fédération nationale des associations des troubles de dépendance alimentaire qui représente les usagers. Et on reçoit des coups de téléphone pour demander justement, et j'ai eu le problème, non de ça, une maman qui me demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc j'ai demandé au service de nutrition à Paul Brousse, à Villejuif, et Mouna Machi m'a dit qu'on pensait ne pas pouvoir, mais maintenant on recommande. Et cette jeune fille a été
n'étaient jamais malades. Jamais, jamais. H1N1, elle n'a pas voulu être vaccinée, elle n'a rien eu. Hein, d'accord. Par contre, à un moment donné, il peut y avoir un mécanisme inflammatoire, et là, tout s'enchaîne. C'est ça. Et Tout à fait. C'est vraiment. Voilà. Tout à fait. Et ça, on ne peut pas prévoir. Tout à fait. On ne peut pas prévoir. Ouais, merci. Et qu'est-ce qui cause ça bon, je pense que c'est plutôt des infections parasitaires et bactériennes. Tout à fait. Ouais, merci de votre intervention. C'est vraiment ce qu'on voit. C'est-à-dire que je parlais d'homéostasie précaire. C'est-à-dire que ça tient jusqu'au jour où ça ne tient plus. Les jours où ça ne tient plus, effectivement, elle bascule. C'est ce qu'on disait, une situation de marasme, une situation d'hypercatabolisme avec malheureusement... Beaucoup de cas de décès s'observent comme ça. Tout à fait. Excusez-moi, mais il faut qu'on laisse un peu de temps à Sébastien Guillaume, qui va venir nous parler de la situation de la vague post-Covid et ouvrir une discussion sur quelle réaction en termes thérapeutiques. Merci. Merci, donc bonjour. Donc, je remplace au pied levé Ludovic Giquel qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais ça va être de toute façon assez court parce que l'idée c'est de reprendre avec un focus local, ce que Fernando vous a dit sur un focus international, sur qu'en est-on de la vague TCA, et faire échanger avec vous les quelques perspectives qu'on a en termes de ressources ou de perspectives pour peut-être des aides dans les mois à venir. Alors, un constat qui a été dit, que vous partagez, là je vous ai mis l'exemple de cet article sur Le Point qui est partagé au-delà même des constellations médicales sur la crise sanitaire et l'augmentation manifeste des troubles des TCA chez les jeunes adultes. Comme on était localement, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre les chiffres que j'avais d'Occitanie, en tout cas sur Montpellier et Toulouse, où on remarque une augmentation. Ça, c'était entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2020, alors avec... donc on était janvier, février, mars, donc il n'y avait pas tellement le confinement. 234% de demandes de prise en charge pour TCA en plus, augmentation de 234%, une augmentation des hospitalisations et des patients plus sévères. Et donc ce constat, qui était finalement un constat qu'on partageait tous, a amené la DGOS à demander à la FAB de réaliser de faire un point, alors au moins un point pas quantitatif, mais au moins qualitatif sur cette question. Et c'est ce que je vais vous présenter là, cette enquête donc faite par la FAB à la demande de la DGOS. Alors je vais présenter que quelques éléments, quelques points importants. L'intérêt de cette enquête, c'est qu'elle touche quand même pas mal de soignants s'intéressant au TCA dans à peu près toutes les régions. Vous voyez, quand vous avez un triangle, c'est que c'est une ville dans laquelle il y a au moins un répondeur. Avec donc toutes les régions sauf la Corse finalement et les DOM-TOM où il n'y avait pas aucune structure ou aucun soignant qui a répondu, avec des approches multidisciplinaires, à la fois des psychiatres, des pédopsychiatres, des pédiatres, des diététiciens, des psychologues, etc. Essentiellement des structures hospitalières, mais pas que. On a aussi des gens qui travaillaient en libéral. Donc je vais juste illustrer 2-3 questions de cette enquête pour vous montrer que ce sentiment qu'on a d'augmentation, il est partagé. Il y a une question, la première question, on a commencé comme ça. Avez-vous observé une augmentation des besoins de soins pour les hospitalisations de temps plein ou les hospitalisations de jour ou les consultations pour les patients souffrant d'un TCA? Et grosso modo, la réponse était très claire. Pour l'hospitalisation de temps plein, vous voyez que vous avez une augmentation très forte, notamment pour l'anorexie mentale. Plus de 91% des répondants avaient repéré une augmentation des TCA, des demandes d'hospitalisation de temps plein notamment pour une anorexie mentale en 2021 par rapport à en post-Covid par rapport à avant le Covid. Pareil pour l'hospitalisation de jour, pareil pour les consultations. Donc on a un constat partagé et qui est ce que vous a présenté Fernando au niveau international, d'une augmentation des besoins de soins, pour les TCA. Deuxième constat, qui est là aussi quelque chose qui a été discuté, mais qu'on voit, c'est est-ce que ces situations sont plus sévères? Et une des questions qui avait été posée pour évaluer ça, c'est avez-vous constaté une augmentation des situations nécessitant d'emblée une hospitalisation en urgence? Là aussi, il y a un constat d'une augmentation du nombre de prises en charge qu'on pourrait qualifier de sévères, puisque demandant d'emblée une hospitalisation en urgence, essentiellement là aussi dans le cadre de l'anorexie mentale, avec
globalement une augmentation de la sévérité. Troisième point que je voulais partager avec vous, c'était la question finalement de comment répondre à tout ça, sachant que les structures étaient déjà débordées avant et ça ne s'arrange pas. Et donc, on a demandé, on a essayé d'évaluer un peu les durées, les délais avant prise en charge. Donc là, je vous ai mis des chiffres globaux, mais globalement, on est à une augmentation des délais, c'est ce qui est logique, hein, dans près de 80% des cas, ce qui est logique, les structures de soins sont les mêmes, et il y a une augmentation des demandes, avec, vous voyez, des délais qui sont quand même importants. On était, par exemple, là, c'est pour les hospitalisations de temps plein, suivant dans 20% des cas, à 1 mois, voire 2 mois, ou plus pour la demande, le délai d'attente entre le moment où on a posé on a un souhait d'hospitalisation de temps plein et le moment où on peut avoir la possibilité de la réaliser. On a à peu près le même type de chiffres, je ne vais pas les détailler sur les hospitalisations de jour, et on a à peu près le même type de chiffres sur des consultations, des délais importants avant d'avoir une consultation et avant de pouvoir répondre. Donc là, on est sur des structures en plus de troisième ligne, enfin, ou de deuxième ou troisième, enfin des gens en tout cas qui sont repérés comme spécialisés dans les troubles, dans la prise en charge de TCA. Et vous voyez que dans un certain nombre de cas, là aussi, il y a quand même des délais importants, ne serait-ce que pour avoir une consultation d'évaluation de la situation. Donc on a une augmentation des besoins de soins, une augmentation de la sévérité des situations, une augmentation des délais, enfin une augmentation ressentie des besoins de soins, de la sévérité des situations et des délais de prise en charge, qui est finalement ce qu'on retrouve partout. Et je vous ai mis cette enquête, Fernando n'en a pas parlé, mais qui est intéressante parce qu'elle touche des services de... donc c'est une enquête auprès de 64 services de pédopsychiatrie européens, dont 8 français. C'est une étude d'ailleurs qui est coordonnée par un pédopsychiatre français et qui est intéressante, dans lequel, alors il y a plein de données sur cette étude, mais notamment une question sur, en comparaison avec avant le Covid, dans quelle mesure vous avez l'impression, pour différents troubles, qu'il y a une augmentation de la demande et des besoins de soins. Et vous voyez que parmi les soins pour lesquels il y a une forte augmentation avant-après, c'est les TCA et les crises suicidaires, enfin tout ce qui touche les crises suicidaires. Alors, on est chez les adolescents, là, enfin en pédopsychiatrie, mais ça illustre bien cette augmentation de l'offre, de la demande, particulièrement dans le champ des TCA. Et aussi, je vais y revenir juste après, sur la question des crises suicidaires. À côté de ces données qualitatives, on a quand même quelques données quantitatives qui commencent à sortir. Et cette étude qui vient tout juste d'être publiée, qui est une étude sur des étudiants français, alors essentiellement en Normandie. Et l'intérêt de cette étude, c'est que c'est une étude qui est longitudinale, une étude avec des vagues d'évaluation répétées depuis 2009. Alors, je ne vais pas discuter sur la prévalence du TCA, c'est pas ça l'important, c'est que de toute façon, les diagnostics sont évalués de la même façon à chaque fois, et vous voyez que si on est sur des prévalences assez stables, là je prends par exemple chez la femme, ce gros trait, c'est tout type de TCA, si on est sur des prévalences assez stables jusqu'en 2018, vous voyez que là, il y a une augmentation très franche de la courbe entre 2018 et 2021. Là, c'est chez les femmes, là, c'est chez les hommes. On a à peu près le même constat. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une augmentation très massive des soins, notamment dans tout ce qui est dans la problématique de l'anorexie, peut-être un peu moins sur les problématiques plus de troubles compulsifs et notamment d'hyperphagie boulimique, avec une augmentation de la sévérité et une saturation des filières, donc une urgence qui est nationale, mais qui est internationale. Et je vous ai mis ça parce que Fernando n'en a pas parlé, mais je trouve que cette étude est très récente, qui est sortie. Je ne sais même pas si elle est sortie. D'ailleurs, si elle a été publiée, elle est encore une presse, je crois, qui montre, qui est extrêmement inquiétante sur 5,2 personnes, 5,2 millions de personnes aux États-Unis, suivies par des assurances de santé. On regarde un peu l'incidence des consultations pour TCA dans cette énorme base de données. Et alors, je vais peut-être revenir là-dessus. Et on voit là aussi par rapport à 2000, je crois que c'est 2020,
c'est 2020 versus 2019, 2018, 2017. C'est ça. Vous voyez que globalement, là, c'est tout type de TCA. Vous voyez que le nombre de nouveaux cas qui était à peu près stable, hein, l'incidence de TCA qui était stable 2017, 2018, 2019, bon, ça ne bougeait pas beaucoup. Là, vous avez une augmentation très forte de ces troubles. Et je crois que c'est intéressant de le repérer. Ce que repère cette étude, c'est que c'est vrai particulièrement dans l'anorexie, c'est ce qu'on voit aussi, plutôt dans les anorexies c'est des anorexies débutantes chez les ados. Et ce qui est particulièrement intéressant par rapport à ce que je disais sur le suicide, c'est que ça semble très associé avec l'émergence de risques suicidaires, c'est-à-dire des formes d'anorexie très associées à des formes importantes, à des formes très importantes de risques suicidaires. Ce qu'on voit, hein, je sais pas, je vois Mokrane, je sais pas, Abar là, qui travaille à Nîmes, mais je sais pas comment c'est chez vous, mais nous là on voit ce qu'on voyait pas avant, des patientes à ultra haut risque suicidaire avec des anorexies. On ne sait plus comment prendre les choses entre le risque de dénutrition, le risque suicidaire, des TS à répétition dans le service. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années, me semble-t-il. Donc, il y a vraiment cette augmentation avec cette association d'incidence, avec cette association avec le risque suicidaire qui est important. Alors, qu'en est-il en termes de ressources ? Corinne nous en a parlé tout à l'heure, mais vous avez quelques ressources qui ont été proposées, notamment sur la gestion du confinement. Vous pouvez les retrouver sur le site de la FFAB avec notamment trois fiches. Une faite par la FFAB, la Maison de Soleil, une faite par la Société francophone de nutrition et une faite par le centre de référence sur les TCA de l'enfant à Robert Debré, que vous pouvez retrouver, qui sont bien faites, qui pourront vous aider. Je ne vais pas les détailler là parce que vous pouvez les recharger. Sachez qu'elles sont téléchargeables sur le site de la FFAB. Vous pourrez les retrouver. Elles sont bien utiles, notamment dans cette situation où on se demande si les nouveaux confinements ne vont pas revenir. Et puis, pour partager et pour ouvrir la discussion, on s'est servi de ces chiffres. Il y a un certain nombre de transmissions qui ont été faites aux autorités nationales, alors au niveau national, aux autorités sanitaires, avec au niveau national des alertes de la DGOS et normalement, alors déjà un premier plan qui avait été mis en place, qui a été avec une instruction avec 3 millions d'euros autour des TCA qui devait être mis en place courant 2021. Alors c'est très variable, il y a des ARS où ça a déjà été mis en place. Si on prend l'ARS locale par exemple, pour le moment rien n'a été, même pas d'appel d'offres qui a été lancé, mais bon, ça se met en place et ça ce sont les nouvelles très récentes, hein, puisque ça date d'une réunion des infos qu'on a eues cette semaine, en début de semaine. Il devrait y avoir 2 millions d'euros supplémentaires débloqués pour aider dans le cadre de ce contexte sanitaire très particulier les filières TCA, ainsi qu'une aide sur la structuration de filières nationales, d'une structuration nationale qui permettrait peut-être de mieux répondre à cette augmentation de l'offre autour des TCA. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement pour essayer de lancer la discussion.